à chier. Bon. N'arrête pas. Il est surstimulé. Un peu peur. À chaque fois qu'on a demandé à des porteurs et porteuses de projets, si vous aviez un conseil pour lancer un projet en développement durable, qu'est-ce que ce serait? On a toujours eu la même réponse. Bien s'entourer, c'est essentiel. Pour moi, déjà, de travailler avec une équipe. Notre force, c'est qu'on était un petit groupe qui se connaissait très très bien. C'est l'humain qui est au centre du projet. Si on prend soin de l'humain, il y a beaucoup plus de chances que ça dure. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour former une équipe, travailler et prendre des décisions à plusieurs et gérer d'éventuelles tensions. Évidemment, chaque équipe de projet est différente, mais très souvent, une équipe, ça se forme autour d'un cercle familial ou bien d'un groupe d'amis. L'avantage de travailler avec des proches, c'est que vous connaissez déjà ces personnes et que vous leur faites confiance. Certaines équipes peuvent aussi se former via des appels à collaboration ou la participation à des événements, avec des gens qui ne se connaissaient pas à la base, mais qui sont motivés par la même idée. Moi, je connaissais personnellement sur les 10, une personne. Il y avait quelques personnes qui se connaissaient, mais la plupart, c'était vraiment un agglomérat de gens avec des profils extrêmement différents. Et donc, c'est en même temps quasiment impossible de faire fonctionner quelque chose comme ça de manière directe. C'est, je dirais, tout l'avantage et les inconvénients de ce type d'événement formateur comme le Social Up. C'est super pour stimuler des idées, mais par contre, c'est pas durable. Donc il y a beaucoup d'échecs, de possibilités, de choses qui peuvent être aussi contre-productives qui se fonctionnent à ce moment-là. Et nous, on a vraiment dû passer par une grosse étape de remise en question avant que le projet puisse redémarrer. Quelle que soit la manière dont les membres initiaux du projet se rencontrent, prenez le temps de définir comment est-ce que vous souhaitez fonctionner en tant qu'équipe. Même si vous êtes un groupe d'amis et que vous pensez être sur la même longueur d'onde, il vaut mieux expliciter pourquoi et surtout comment vous voulez travailler ensemble pour surtout éviter les non-dits. En pratique, ça veut dire que vous devez vous assurer que tous les membres de l'équipe s'entendent sur la vision du projet. Quelles sont vos valeurs? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Pourquoi et pour qui est-ce que vous souhaitez mettre ce projet en place? Faites attention, parce que si vous ne prenez pas le temps de répondre à ces grandes questions, ça risque de ressortir durant la mise en œuvre du projet. L'association s'est créée en un week-end, avec des personnes avec des profils complètement différents et des envies différentes. On était un noyau assez fort de 4, 5, 6 personnes à vraiment avoir envie de poursuivre avec le sport. Mais ce n'était pas partagé par tout le monde. Et on a eu des discussions sur vraiment ce qu'on a envie de faire, donc il y a eu des divergences à ce niveau-là. Et puis après, il y a eu des divergences de caractère aussi, qui sont devenues assez fortes même, et à tel point qu'après quelques mois, il y a des gens avec qui on ne s'entendait plus. Et donc on a dû, alors qu'ils n'étaient pas dans le comité, donc, on a dû leur faire comprendre qu'on ne souhaitait plus travailler avec eux. Et c'est extrêmement compliqué. Assurez-vous que chaque personne au sein de l'équipe ait un rôle clair et bien défini. Pour une bonne équipe, il faut centraliser et bien communiquer l'information, que tout le monde sache ce qui se passe à tout moment, avoir une petite équipe de gens motivés et vraiment pas minimiser le processus de team building au début, quitte à prendre un peu plus de temps et un démarrage un tout petit peu plus lent pour être sûr d'avoir une bonne équipe, de peut-être créer, justement nous on parlait de créer un coup d'entrée dans le projet, c'est-à-dire de par exemple soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitae symbolique. Et prenez vraiment un moment pour faire un tour de table et que chaque personne puisse s'exprimer. Quelles sont mes compétences? Quel temps est-ce que j'ai envie d'allouer à ce projet? Quelles sont les tâches que j'ai envie de faire en particulier ou alors d'autres pas du tout? On ne connaissait pas spécialement bien et on a fait pas mal de démarches au début, de faire un peu les tests de personnalité, de comprendre qui sont les autres, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils s'expriment, les côtés forts et les côtés faibles de chaque personne. Comme ça, on peut vraiment comprendre et travailler bien comme une équipe et on essaie aussi d'avoir des rendez-vous assez fréquents pour parler est-ce que tout le monde va bien, de gérer les tensions au cas où il y a, parce que c'est clair que quand tu travailles autant ensemble avec les gens que tu ne connais pas spécialement, il y a plein de choses qui peuvent se réveiller. Vous pouvez formaliser tout ça en établissant de petits cahiers des charges. Pas besoin de mettre en place un document de 100 pages, mais ce n'est pas parce que vous vous lancez dans un projet en tant que bénévole que ça ne vaut pas la peine de définir vos responsabilités, vos engagements et vos limites au sein du projet. Répartissez-vous un maximum les tâches. Le plus simple, en fait, c'est simplement de clarifier vraiment très clairement avec les gens dès le début que si d'aventure ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est pas grave, on a tous des circonstances qui évoluent. Mais ce qui est important, c'est de réussir à le communiquer et de s'arranger avec les autres personnes pour trouver un moyen de prendre un relais ou de déléguer. Parce qu'il y a toujours des solutions, mais voilà, il faut être transparent et il faut savoir dire ok, là je peux vraiment pas. On essaie d'avoir des tâches qui sont attribuées à des gens et ces tâches sont organisées en groupes de tâches. Par exemple, il y a toutes les tâches liées à la communication et ce groupe de tâches
peu se déroule sur une certaine période aussi. Notre budget est lié au calendrier, donc il y a des work packages. Donc work package 1 est lié au calendrier en bas et avec telle date. Tu les apprécies les work packages? J'apprends. Cauchemar. Vous pouvez décider de faire tout tous ensemble, mais ça risque de vous épuiser. Au contraire, si vous êtes plus de 2, essayez de créer des sous-groupes, des groupes de travail. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faciliter la vie. Moi là, je suis à 100% dans mon activité professionnelle. Et faire la co-trésorerie de la bicyclette bleue et les partenariats, c'est que ça bouffe beaucoup de temps. Mais on peut s'appuyer sur des soutiens parce que en fait, les pôles ils fonctionnent avec un responsable et ensuite des gens qui sont investis dans le pôle. Et donc du coup, le responsable ne doit pas forcément faire toutes les activités de son pôle, mais doit être là un peu pour gérer le pôle, mais pas forcément faire chaque projet du pôle. Bien sûr, vos rôles peuvent évoluer en fonction de vos disponibilités, des besoins et des étapes du projet. À vous de rester flexible et de bien communiquer à l'interne pour éviter les malentendus. Il y a des gens, pendant certaines périodes, qui ont plus de disponibilité que d'autres, donc ils vont s'investir et ils vont remplir peut-être les vides laissés par les autres. Moi, pour des raisons professionnelles, j'ai dû partir à l'étranger pendant à peu près 8 mois. Et donc du coup, je faisais beaucoup moins pour la bicyclette bleue. Et puis, depuis que je suis revenu, je me suis beaucoup plus investi, un peu pour rattraper, peut-être en termes d'investissement, ce que d'autres avaient récupéré pour moi pendant que j'y étais pas. Quand vous devez prendre une décision importante ou qu'une question divise, il y a plusieurs manières de procéder. À vous de voir ce que vous préférez. Certaines décisions nécessitent d'être tous autour d'une table et d'autres non. Voici 4 méthodes de décision collective. Avec le consensus, tout le monde doit tout le temps être d'accord pour qu'une décision soit prise. C'est une méthode qui est du coup un peu chronophage, mais qui permet que l'opinion de chacune soit tout le temps respectée. C'est très personnel. Moi, j'ai toujours voulu que ce soit un projet qui soit collaboratif, participatif et qui puisse inclure tout le monde. Et puis, on est allé tellement loin là-dedans qu'en fait, il fallait qu'on ait l'accord de tout le monde pour pouvoir aller à une étape d'après. On a essayé, ça n'a pas marché. Et puis, depuis 1 ou 2 ans, on a un peu changé. Maintenant, on va fonctionner en gouvernance partagée, mais c'est par étapes. Vous pouvez aussi choisir de voter. Quand on vote à la majorité, on prend des décisions assez rapidement. Par contre, attention, si une ou plusieurs personnes ne sont pas d'accord, elles risquent de ne pas se sentir entendues et ça peut générer des frustrations. La prise de décision par consentement est moins connue et répandue. Alors qu'en consensus, tout le monde doit dire oui, en consentement, personne ne doit dire non pour qu'une décision soit prise. On parle du temps ensemble et s'il faut vraiment, c'est un truc qu'il faut prendre des décisions, quelqu'un peut proposer une solution et après on fait un tour de table et il faut que tout le monde ait ou qu'ils aiment, donc c'est oui, j'aime, ou qu'ils peuvent vivre avec. Si quelqu'un dit non, je peux pas, j'aime pas ça, après on va révisiter tout le thème, on va refaire un tour de table, on va refaire une proposition, jusqu'à ce que tout le monde ait ou oui, j'aime, ou je peux vivre avec, c'est pas mon préféré, mais je comprends aussi que le projet doit avancer. Une dernière méthode de prise de décision à l'ancienne, c'est que un ou une chef de projet prenne toutes les décisions. Alors là, ça va très très vite pour trancher, mais c'est vraiment pas efficace pour garder une équipe de volontaires motivés et impliqués. Vous devez aussi vous mettre d'accord sur la manière dont vous allez échanger de l'information au sein de votre groupe. Est-ce que vous voulez utiliser une seule messagerie, comme Signal ou Telegram, ou alors créer des sous-groupes? Où est-ce que vous voulez stocker vos documents? Si jamais vous décidez d'utiliser un cloud, quelle est la plateforme qui correspond le mieux à vos besoins et à vos valeurs? C'est vraiment l'organisation et notre communication entre nous qui est hyper importante. Au début, on avait un groupe WhatsApp. L'horreur. Et donc après, on a utilisé d'autres outils. Et en fait, encore aujourd'hui, on essaie de trouver les outils parfaits qui puissent nous aider à concilier nos Google Drive, les Trello, Trucmuche, les mails, les locations de vélo. Aujourd'hui, on les fait encore manuellement et ça devient hyper pénible. Donc j'ai l'impression que pour nous, nos prochaines grosses étapes, c'est de trouver un moyen de s'organiser en fait. Vous devez aussi déterminer à quelle fréquence vous souhaitez organiser des réunions tous ensemble. Est-ce que ce sera 1 fois par mois, 1 fois par semaine? Essayez d'optimiser l'organisation de vos réunions en établissant un ordre du jour précis au préalable. Par exemple, vous pouvez passer les 15 premières minutes à prendre des nouvelles de manière informelle, les 15 suivantes à faire un état des lieux du projet et le reste de la réunion à prendre l'ordre du jour point par point. Essayez également de répartir les rôles entre les personnes, avec une personne qui prend des notes pour rédiger des PV, une personne qui anime la réunion, une personne qui fait gardienne du temps et vous pouvez faire un tournus d'une réunion à l'autre. Les PV de vos réunions sont super importants.
Ils vous permettent d'avoir une trace écrite des rôles qui ont été attribués et des décisions qui ont été prises. On essaie de se voir en présentiel, sinon on fait ça sur Skype ou sur Zoom. Et on a notre cas drive où on a le PV de chaque réunion. On fait notre ordre du jour à l'avance et ensuite on fait point par point tous les points de 1 Pro Impact, qui est notre structure. En fait, il y a souvent des idées qui nous viennent au cours de la semaine, d'avoir un endroit dans lequel on peut déjà mettre ce dont on veut discuter dans cette réunion, d'avoir au début un temps pour dire, un temps assez court, mais pour dire comment on se sent et puis aussi comment répartir les tâches dans cette réunion, en fait, qui va prendre les notes, qui va modérer la réunion, voir qui va gérer le temps et dire aussi combien de temps on a pour chaque réunion. Et puis après avoir, je dirais, une organisation du PV par projet, en tout cas c'est comme ça qu'on a. Toujours avoir une partie un peu divers à la fin où on peut placer les petites infos et puis comme ça on a un suivi semaine après semaine. Si on oublie des choses, on peut revenir à ces notes et puis c'est clair. C'est carré. Il est assez normal que des tensions émergent au cours d'un projet. Il faut juste les anticiper et ne pas les laisser prendre le dessus. 2 conseils pour ça. Ne laissez pas les frustrations traîner. Si vous sentez qu'il y a une tension au sein de l'équipe, ou alors qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son rôle, parlez-en, au lieu de vous dire « ça va se régler tout seul ». On a vraiment les 3 pris cette décision de base, en discutant et en le posant expressément, qu'avant d'exprimer quoi que ce soit, on allait juste souffler. Simplement, se dire « ok, là il y a un truc qui me… » Mais ça peut être de tout, hein. Ça peut être le « ah là je suis stressé », puis en fait de ne pas le déverser sur les autres, puis juste de prendre une inspiration et de se dire « ok, en fait je suis stressé parce que j'ai ça qui… je sais pas où je vais loger, je sais pas ça ». Il y a plein d'autres choses en fait qui peuvent arriver et qui peuvent parasiter un projet ou une relation. Et là le projet c'est justement qu'avant tout en fait on soit soudés et sain dans notre relation. Si vous voulez confronter un des membres de l'équipe avec une remarque, évitez de formuler ça sur le ton du reproche en disant par exemple « tu arrives tout le temps en retard aux réunions, c'est chiant ». Expliquez plutôt en quoi ce comportement a un impact sur vous et sur le reste de l'équipe. Un retard nous fait commencer la réunion plus tard et c'est dommage parce que du coup on n'a pas le temps de voir tous les éléments importants à l'ordre du jour. Une autre manière d'éviter les conflits et de maintenir le moral des troupes, c'est de célébrer. Les petites réussites, les grandes décisions stratégiques, c'est important parce que dans les moments de rush, on oublie souvent de célébrer. On aime bien faire nos rendez-vous le vendredi après-midi et comme ça le vendredi soir après, on peut faire les apéros et on essaie aussi d'organiser les événements hors de Aneco et faire des choses aussi juste ensemble comme amis, d'aller dans un chalet, de passer les week-ends ensemble à faire des balades, comme ça on se connaît mieux entre nous et ça aide aussi quand tu as le temps, vraiment le temps pour parler. Créer une équipe et apprendre à travailler ensemble, c'est une étape importante d'un projet qu'il ne faut pas négliger. Pour ça, prenez un moment pour aligner votre vision et vous mettre d'accord sur comment vous allez prendre vos décisions. Anticipez les conflits et surtout, célébrez les succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voulez en savoir plus? Allez voir les liens qui sont dans la description. À la prochaine!